Le kamikaze n'est jamais un individu faible ou fragile psychologiquement. Il ne serait pas fiable, et donc il ne serait pas recruté. Il n'est pas nécessairement pauvre et inculte. La plupart du temps, on constate même que c'est le contraire. Il appartient aux classes moyennes supérieures, il a souvent fait des études. Il n'est pas non plus enragé par la haine envers l'autre ou son modèle de civilisation. Un sondage du politologue palestinien Khalil Shikaki montre par exemple que 80% des Palestiniens considèrent le système politique israélien comme le meilleur. Et presque autant approuvent, entre 60 et 70%, approuvent les attaques suicides. Il n'est pas asocial, il n'est pas suicidaire, il n'est pas nécessairement désespéré. Tout ceci semble épaissir le mystère. Privés de l'explication psychologique, nous n'avons même pas la facilité de déclarer que les kamikazes sont des malades, à moins d'admettre que la folie ne peut se distinguer de la normalité. La motivation première des pilotes japonais n'était pas religieuse. Elle était morale, avant tout, et accessoirement militaire. Il s'agissait de défendre le pays et de ne pas subir le déshonneur de la défaite. Donc c'est plutôt par rapport à une préoccupation nationaliste et éthique, agir conformément à un code d'honneur qui s'appelle le Bushido, que l'on peut comprendre l'acte des kamikazes japonais, qu'ils accomplissaient d'ailleurs plutôt d'un point de vue strictement militaire, avec résignation qu'avec enthousiasme, comme on fait son devoir si vous voulez, en se doutant bien que leur action sera en fin de compte inefficace, voire parfois en ayant conscience de leur instrumentalisation par le pouvoir. Donc, qu'est-ce que je tire de là? L'idée que finalement, la croyance en l'honneur, la croyance en la beauté et en la noblesse d'une attitude peut être aussi forte que la motivation religieuse, quoiqu'en elle-même, elle ne commande pas la mort, ni ne la valorise, ni ne promette rien comme satisfaction au-delà. Elle dit simplement qu'une vie sans honneur vaut moins que la mort. Ce n'est pas le contenu particulier de la croyance. Il ne suffit pas de dire oui, c'est normal, le kamikaze palestinien se suicide parce que comme il est un esprit religieux, islamiste, et comme en islam on lui dit qu'il doit faire la guerre sainte, que s'il meurt il ira au paradis, c'est normal qu'il se suicide. Non, ce n'est pas le contenu particulier de la croyance, c'est la façon particulière dont cette croyance devient motivante. Parce que le kamikaze n'est pas le seul à être un croyant authentique et même fervent. Pourquoi est-ce que les autres ne pratiquent pas cela? Et surtout, je pense pour ma part qu'il est oiseux de se demander si oui ou non c'est la religion qui commande à la lettre que le croyant fasse ce genre de choses. N'importe quelle croyance permettant de fixer une valeur à son existence et donc un sens à sa mort peut aboutir à un suicide ou à un acte kamikaze. L'exemple du pilote japonais, par exemple, est assez parlant. Il n'était pas du tout question de récompense ou de quoi que ce soit, ni même de commandement divin. C'était une simple conception de l'honneur qui était en avant. Et ça suffisait pour les déterminer. Donc, le problème réside, en ce sens, plutôt dans l'instrumentalisation volontaire de ce suicide, par laquelle le kamikaze... Alors, je vois que les deux mots ici, c'est presque une alliance de mots. Si on est instrumentalisé, on pourrait penser que c'est aveugle si c'est volontaire. Non, je pense qu'il y a effectivement un choix, si vous voulez, du kamikaze, qui subit une instrumentalisation, mais qui l'accepte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il accepte? Il accepte de se laisser dépouiller du moment le plus intime de son existence, c'est-à-dire sa mort, en transformant sa mort en moment de lutte, si vous voulez, ou en acte de guerre, et en transformant son corps en arme. Mais pour penser que sa propre mort n'est pas une fin, qu'elle est simplement un moment dans un processus, il faut subordonner son existence à celle de la société, de la nation ou du peuple que l'on croit défendre. C'est-à-dire il faut faire passer avant sa propre existence l'existence de la communauté à laquelle on appartient, de telle sorte que sa propre disparition serve cette communauté et ait un sens dans ce service. C'est pourquoi je pense que nous devons cesser de penser l'acte kamikaze comme l'acte libre d'un individu, pour l'insérer plutôt dans le réseau collectif des croyances où il prendra son sens. J'ai dit volontaire, ça ne veut pas dire libre pour autant. Nous avons l'habitude de penser en termes de sujet et d'individu. Or, on voit bien que ce qui est important dans la question des actes kamikazes, c'est la façon dont le kamikaze est conditionné, ou inséré dans une collectivité. Quel que soit le système de croyance du kamikaze, au nom duquel il justifie son acte, la seule chose qui puisse lui donner suffisamment de force pour le déterminer à se porter volontaire, puis à passer à l'acte, c'est l'ancrage collectif de ce système. La signification de l'acte kamikaze ne nous apparaît pas, tant que nous raisonnons, j'allais dire à l'occidental, en termes d'individus,
comme si ces croyances tenaient leur force de leur contenu et de leur réflexion par le sujet. Or, comme nous l'avons remarqué au-dessus, ce sont des représentations traditionnelles, donc collectives, qui servent de support à l'acte kamikaze. Donc, il ne faut pas saisir son acte comme le choix d'un individu, mais bien comme le résultat d'un processus de conditionnement qui va donner à ses croyances une force qu'elles ne posséderaient pas naturellement au point de le lui faire produire. C'est ceci dans la mesure où elles impliquent que l'individu s'efface et se nie dans le collectif.